Bonjour à tous, nous entamons le troisième volet de cette partie calcul et analyse, une série dans laquelle nous voyons divers éléments de calcul, et en particulier ici le premier degré. Alors on va se concentrer sur les équations de droite, et non pas toute forme du premier degré à plusieurs variables. Une équation de droite qui va prendre la forme réduite ici, y égale ax plus b. Premier objectif, tracer une droite à partir de son équation. Alors je précise que le nom du coefficient petit a est la pente. Donc, vous avez évidemment un synonyme en mathématiques qui est coefficient directeur, mais à mon avis, c'est un terme qui ne devrait pas être utilisé massivement au collège et au lycée. On préférera ici le nom de pente. C'est un petit peu plus parlant, ça exprime donc l'inclinaison de la droite par rapport à l'axe des abscisses. Le deuxième coefficient est l'ordonnée à l'origine de la droite, qui s'avérera être, on le verra évidemment, la position du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Alors, en parallèle de ce qu'on pourra calculer, on va évidemment faire des représentations graphiques, donc prenons un repère, et imaginons trois équations de droite simultanément que nous allons tracer ensemble. La première chose qui peut venir à l'esprit, c'est qu'une droite d'équation y égale ax plus b est soit parallèle à l'axe des x, soit inclinée par rapport à l'axe des x, mais en tout cas pas verticale, c'est-à-dire pas parallèle à l'axe des y. Donc elle balaye l'axe des x, on va dire, et donc les différentes valeurs de x, de gauche à droite, de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que pour toute valeur de x réelle, il existe une valeur de y qui est, on le voit dans chaque équation, calculable à partir de x. Donc pour tracer votre droite, vous allez pouvoir imaginer n'importe quelle valeur de x. Le tout pour tracer une droite est d'avoir deux points. Donc choisissons une valeur de x, par exemple 0, et calculons les différentes valeurs y à partir des équations. Ça nous fait placer au droit de x égale 0, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées, les points 0, 4 en bleu, 0,5 en vert, 0, 1 en rouge. Et puis décalons-nous vers la droite, par exemple, en choisissant x égale 4. Pour x égale 4, on recalcule les valeurs y et on obtient 0, moins 3 et 1. Ce qui nous fait positionner le point 4, 0 en bleu. Ça y est, on a notre deuxième point et on peut tracer la droite B1. Le point 4, moins 3 en vert. Donc on a notre deuxième point et on trace la droite B2. Et puis le point 4, 1 en rouge. Le deuxième point nous permet de tracer la droite D3. Donc vous le voyez, c'est extrêmement simple. Vous avez une infinité de choix possibles pour x. Une fois que x est choisi, vous pouvez calculer y et vous obtenez un point. Alors bien entendu, on pouvait s'y prendre autrement et se servir directement des coefficients a et b, donc pente et ordonnée à l'origine, pour pouvoir tracer notre droite, on va dire, sans calcul. Alors effectivement, regardons un petit peu ce qui se passe sur la droite D1. La pente est égale à 1, puisque y égale 1x moins 4, et l'ordonnée à l'origine vaut moins 4. Commençons par l'ordonnée à l'origine. C'est bien entendu la valeur de y lorsque x égale 0. Donc c'est bien entendu la position de la droite sur l'axe des y, c'est-à-dire le point d'intersection de la droite avec l'axe des y. Donc pour y égale moins 4. C'est ce qu'on avait vu dans la première colonne de notre tableau. Donc on peut positionner très rapidement ce premier point sur l'axe des y. Ensuite, servons-nous de la pente. La pente vaut 1. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pente? Eh bien, une pente, c'est un rapport de décalage vertical sur décalage horizontal. Alors, un petit exemple, quand vous voyez sur le bord de la route un panneau descente à 7%, on est en train de vous donner la pente de la route. Qu'est-ce que ça veut dire 7%? Ça veut dire que pour 100 mètres parcourus horizontalement, donc en l'air en fait, nous avons une descente de 7 mètres verticalement. Donc c'est l'inclinaison de la route.
7 mètres verticalement divisé par 100 mètres horizontalement, ça donne 7 sur 100, ou 7%, ou 0,07, écrivons-le comme on veut, c'est la valeur de la pente, qui serait dans ce repère le coefficient directeur de la droite correspondante. Ici, la pente vaut 1, ça veut dire que pour une unité parcourue horizontalement, nous avons gagné une unité verticalement, donc une pente de 1 sur 1, représentée par les pointillés qui apparaissent. Ce qui nous permet de positionner un deuxième point pour la droite, et puis on peut reporter ce phénomène où on veut, partout en fait. Donc je reporte une pente de 1 sur 1 à la suite, puis à la suite, puis encore à la suite, et je m'aperçois que je peux placer comme ça une multitude de points dont je suis sûr pour la droite D1 et sans aucun calcul. Alors évidemment, on peut appliquer la même chose à la droite D2. L'ordonnée à l'origine vaut 5, donc je positionne mon point à l'ordonnée 5 sur l'axe des Y. Et puis je fais jouer la pente qui vaut moins 2 en disant que j'ai une pente de moins 2 pour 1, c'est-à-dire un décalage d'une unité horizontalement provoque un décalage de moins 2 unités verticalement. J'avance de 1, je descends de 2, et j'ai un nouveau point de la droite. Et je recommence, j'avance de 1, je descends de 2, j'avance de 1, je descends de 2, j'avance de 1, je descends de 2, et ainsi de suite. Et donc, encore une fois, je peux placer presque immédiatement un grand nombre de points pour ma droite B2, et je suis parfaitement sûr de l'emplacement de cette droite. Pour la droite D3, une ordonnée à l'origine qui vaut moins 1, et une pente qui vaut 0,5. Autrement dit, en se décalant d'une unité horizontalement, on remonte de 0,5 unités. Ou encore, en se décalant de 2 unités horizontalement, on remonte d'une unité. J'ai une pente de 1 pour 2, 1,5, 0,5. Donc je peux raisonner de la même façon et placer comme ça plusieurs points de la droite B3 avant de la tracer. Voilà, donc deux versions différentes pour tracer une droite. Soit vous calculez des coordonnées de points via le tableau de gauche, soit vous vous servez directement des coefficients de votre droite, de l'équation en tout cas, en effectuant ce qui a été fait grâce aux lignes pointillées sur le graphique. Maintenant, retrouvez l'équation d'une droite à partir de 2 points. Donc, imaginons que on nous donne un point A de coordonnées 1, 3 et un point B de coordonnées 4, 3. Je veux trouver l'équation de la droite AB. Je sais que cette équation sous forme réduite prend la forme y égale à x plus b, mais je ne connais pas les coefficients a et b, c'est donc le but du jeu ici. Et donc les informations que j'ai, c'est que cette droite contient les points a, 1, 3 et grand B, 4, 3. Alors il y a deux façons de faire. La première, c'est de retenir par cœur le calcul du coefficient directeur, donc de la pente petit a. Petit a étant le rapport d'un décalage vertical sur un décalage horizontal, eh bien, entre A et B, le décalage vertical vaut YB moins YA, et le décalage horizontal vaut XB moins XA. Donc petit a, fatalement, est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Il suffit de replacer les valeurs que l'on connaît, et on obtient notre résultat. YB moins YA vaut moins 3, donc moins 6. XB moins XA vaut 4, moins 1, donc 3. Et moins 6 sur 3 vaut moins 2. Voilà, j'ai la pente de la droite. Je vérifie. Si je place une pente de moins 2 à partir du point A, est-ce que j'atterris bien au point B? Décalage de 1 horizontal, moins 2 vertical, 1 horizontal, moins 2 vertical, 1 horizontal, moins 2 vertical. Effectivement, on atterrit bien sur le point B, ça fonctionne. Donc je peux poursuivre dans les calculs. Comment calculer l'ordonnée à l'origine? Eh bien, je sais que y égale ax plus b. Donc ça veut dire que b est égal à y moins ax. Or, je sais que cette relation est valable partout sur la droite. Donc je peux utiliser les coordonnées d'un point de la droite, et je sais que cette égalité sera vraie. Donc par exemple, je peux le faire avec les coordonnées du point A. Y moins ax devient 3 moins 2 fois 1, donc plus 2 fois 1. 5. L'ordonnée à l'origine, manifestement, vaut 5. Mais j'aurais pu le faire avec les coordonnées du point B.
en prenant cette fois-ci y égale moins 3 et x égale 4. Donc moins 3, moins 2 fois 4, donc moins 3 plus 2 fois 4, qui vaut à nouveau 5. Je peux prendre n'importe quel point de la droite. Le calcul y moins ax me donnera toujours la même valeur pour b, à savoir 5. Voilà, donc j'ai trouvé la pente et l'ordonnée à l'origine, moins 2 et 5. Donc l'équation de ma droite est y égale moins 2x plus 5. Deuxième façon de faire, si on n'est pas sûr du calcul de petit a au départ, prenons y égale x plus b. Encore une fois, cette relation est vraie pour tout point de la droite. Donc elle est vraie pour le point grand A et pour le point grand B. Donc, avec les coordonnées de grand A, y égale x plus b devient 3 égale a fois 1 plus b. Avec les coordonnées du point B, y égale x plus b devient moins 3 égale a fois 4 plus b. J'ai donc un système à résoudre dans lequel mes inconnus sont a et b. Alors, on va pouvoir le résoudre simplement parce que j'ai encore une fois une forme réduite dans mon écriture. Ça veut dire qu'en prenant la deuxième équation et en lui soustrayant la première, je vais éliminer b. Donc c'est une forme de combinaison linéaire qu'on reverra tout à l'heure dans une prochaine diapo. En tout cas, si je prends tout ce qui est dans la deuxième équation et que je retranche ce qui est dans la première, eh bien je m'aperçois que moins 3, donc moins 6, est égal à 4a moins a, donc 3a, plus rien du tout. Moins 6 égale 3a. Donc j'en déduis rapidement que a égale moins 2. Enfin, pour retrouver b, je vais m'y prendre comme au-dessus. D'accord ? À partir d'une des équations que j'ai écrites, ça sera encore plus simple. Donc, par exemple, à partir de la première. Puisque 3 égale a plus b, après la première équation, et maintenant que je sais que a égale moins 2, eh bien je trouve rapidement que b égale 5. Voilà, donc évidemment, retrouver l'équation d'une droite à partir de 2 points, c'est quelque chose qui va nous être utile. Donc c'est vraiment une technique qu'il faut maîtriser. D'accord ? Une technique qui vient de loin, qui vient de la classe de 3e, que vous avez pu réappliquer en seconde, première, terminale, suivant les sections dans lesquelles vous étiez. Et peut-être pas assez souvent, donc vous avez éventuellement pu l'oublier. Donc surtout, remettez-vous bien ça en tête. Alors, au fait, petite remarque, on a à la droite D2 des exemples précédents. Alors maintenant, utilisez le premier degré pour résoudre une équation ou une inéquation. Je reprends des exemples graphiques sur lesquels on s'appuie. C'est toujours bien d'avoir une photographie de ce qu'on est en train de faire. Prenons par exemple l'équation de D1, y égale x moins 4, et posons-nous la question, déterminer x tel que y soit inférieur à 2 sur la droite D1. Donc je veux trouver toutes les valeurs de x qui conduisent à des valeurs y inférieures à 2. Donc voici la droite d'équation y égale 2, autrement dit, voici la hauteur 2. D'accord ? Alors, d'après vous, si vous regardez le schéma, quelles sont les valeurs de x qui font que les y calculés sur la droite D1 seront inférieurs à 2 ? A priori, toute la partie de la droite, à partir de ce point et en allant vers la gauche, est concernée. Donc en termes de valeur de x, on devrait être à gauche de cette valeur. Résolvons l'inéquation. Si y doit être inférieur à 2, comme y est elle-même égale à x moins 4, eh bien x moins 4 doit être inférieur à 2. Ce qu'on résout directement par x inférieur à 6. Vérifions graphiquement. Le point correspondant correspond bien à une abscisse de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc pour tout x compris entre moins l'infini et 6, y sera inférieur à 2 sur la droite D1. On va se poser la même question avec la droite D2. Je le rappelle, qui a pour équation y égale moins 2x plus 5. Cette fois-ci, moins 2x plus 5 doit être inférieur à 2. Donc, moins 2x doit être inférieur à moins 3. Et là, attention, si vous voulez obtenir x, il va falloir diviser votre inégalité par moins 2.
mais divisé par un nombre négatif, ça se solde par un changement de sens de l'inégalité. Donc x doit être supérieur à moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire 3 demi. Je trace ma ligne pointillée correspondante au niveau de l'intersection entre y égale 2 et d2. Si je veux que sur la droite d2, y soit inférieur à 2, je dois effectivement prendre une valeur de x au moins égale à celle-ci qui vaut 1,5 sur mon graphique, donc effectivement 3 demi. Donc il faut que x soit supérieur à 3 demi. Alors maintenant, autre question qu'on peut se poser à partir de droite, c'est de déterminer le point d'intersection de deux droites. À ce moment-là, on va obtenir un système. On va avoir un système à résoudre. Et pour résoudre un système, il y a plusieurs méthodes que vous avez pu voir encore une fois en troisième seconde. Donc, commençons par la méthode d'identification. Et là, je complique un petit peu le jeu, c'est-à-dire je pars d'équations de droite, équations linéaires, qui ne sont pas réduites. Donc, qui sont ici écrites sous la forme d'équations cartésiennes. X moins y égale 4, 4x plus 2y égale 10. Résoudre ce système, c'est-à-dire trouver le couple xy qui puisse résoudre à la fois les deux équations, ou vérifier les deux équations. Alors, l'identification consiste à réduire les deux équations. Qu'est-ce que ça veut dire réduire? Ça veut dire que dans chaque équation, je dois écrire une inconnue en fonction de l'autre. Donc je dois la laisser seule d'un côté et je mets tout le reste de l'autre côté. Et évidemment, il faut que ce soit la même inconnue qui soit choisie pour les deux équations. Donc choisissons de conserver y à gauche. Donc je vais multiplier mon équation par moins 1, parce qu'au départ j'ai moins y dans la première équation et moi je veux y. Donc je vais tout multiplier par moins 1. Et puis dans la deuxième équation, puisque j'ai 2y à gauche, je vais tout diviser par 2. Donc la première équation devient moins x plus y égale moins 4. Tous les signes ont été changés, mais c'est la même équation. Et en dessous, tout a été divisé par 2, mais ça reste la même équation. Donc 2x plus y égale 5. Pour laisser y seul à gauche, je vais donc déplacer les termes en x. Et j'obtiens la forme réduite. Donc j'ai deux équations, sous forme cette fois-ci, y égale à x plus b. Si dans un exercice, vous avez déjà des formes réduites, et que vous cherchez le point d'intersection des deux droites, mon conseil, c'est utiliser l'identification. Parce qu'à partir de maintenant, les choses vont aller très vite. Si le même y doit être égal à deux écritures différentes, alors qu'il s'agit de deux y identiques, eh bien c'est que les deux écritures doivent aussi être identiques. Autrement dit, x moins 4 doit être absolument égal à moins 2x plus 5. Et donc, cette équation va être résolue très rapidement. On va bien sûr regrouper entre les termes constants et les termes en x. Donc, j'obtiens rapidement que 3x est égal à 9, et que donc x est égal à 3. Alors, grâce à cette identification, j'ai obtenu x, mais je n'ai pas y. Comment retrouver la valeur de y? Eh bien, j'ai laissé au-dessus deux équations, donc c'est à la limite une de trop, qui me permettront de calculer y. Donc j'utiliserai celle que je veux, mais si x est égal à 3, j'ai ici des moyens très rapides de trouver la valeur de y. Soit 3 moins 4, donc moins 1, soit moins 6 plus 5, donc moins 1. Bien entendu, je trouve le même résultat, puisque les deux formes sont identiques. Voilà, x égale 3, y égale moins 1. Alors, je précise que nous avions affaire, avec les formes réduites, aux équations des droites D1 et D2 des exemples précédents. Est-ce que le point d'intersection a bien pour coordonnées 3 moins 1? Eh bien, en effet. On vient de trouver, en résolvant ce système, le point d'intersection des deux droites. Deuxième méthode pour résoudre un système non réduit, la substitution. Je repars avec le même système, et cette fois-ci, au démarrage, je ne suis censé réduire qu'une seule des deux équations. Alors, choisissons de réduire la première, qui est d'écriture un peu plus simple que la deuxième, c'est-à-dire, je conserve une inconnue
dans le membre de gauche et je mets le reste à droite. Choisissons d'ailleurs, pourquoi pas, de conserver x. Mon système devient donc x égale y plus 4. La deuxième équation, je n'y ai pas touché. Donc le démarrage est un peu plus rapide que pour le choix de l'identification. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va substituer justement. Puisque on nous affirme que x est égal à y plus 4, eh bien, nous avons le droit de remplacer x par y plus 4 où on veut, et en particulier dans la deuxième équation. Donc dans la deuxième, je vais écrire y plus 4 à la place de x. La deuxième équation devient 4y plus 4 plus 2y égale 10. Je développe, je résous. Et j'arrive rapidement à 6y égale moins 6, donc y égale moins 1. J'ai trouvé la valeur de y, je constate d'après le graphique que effectivement c'est la bonne valeur de y. Et comment maintenant retrouver la valeur de x? Eh bien, dans tout ce que j'ai écrit, tout est vrai hein, depuis le début, il y a une écriture en particulier qui rapidement va me donner x, c'est celle-ci. X égale y plus 4. Donc je vais m'en servir directement. X est donc égal à moins 1 plus 4, c'est-à-dire à 3. Voilà, et donc j'ai retrouvé mon couple XY. Troisième méthode pour résoudre un système, la méthode de combinaison linéaire. C'est celle qui peut paraître la moins facile, pour quelqu'un en tout cas qui n'est pas exercé, pas très habitué, mais c'est de loin la plus rapide. La plus efficace et la plus systématique. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Par définition, une combinaison linéaire de deux objets A et B, c'est P fois A plus Q fois B, avec P et Q qui sont des nombres, donc ici des réels. Par exemple, la combinaison linéaire de sandwich et café, c'est 3 sandwichs plus 2 cafés. Alors quand je dis la combinaison linéaire, c'est une des infinités parmi les combinaisons linéaires. 3 sandwichs plus 2 cafés. Ok. Qu'est-ce que tout ça vient faire dans un système? Eh bien, en fait, dans un système, on a le droit de remplacer une équation par une combinaison linéaire qui implique cette équation et d'autres. Alors par contre, ce qui est très important, c'est que si vous voulez remplacer une équation par autre chose, il faut qu'elle-même intervienne dans le remplacement. Sinon, vous perdez l'information qu'elle contenait. Mis à part ça, vous avez le droit de faire ce que vous voulez en tant que combinaison linéaire. Donc, à partir d'un système donné, il y a une infinité de possibilités et de combinaisons qu'on peut faire entre les différentes équations. Certaines combinaisons linéaires sont parfaitement inutiles et ne vont pas simplifier notre système, mais par contre, certaines vont vraiment simplifier notre système. Donc regardons le système de l'exemple précédent, et nous allons tenter de créer une combinaison linéaire qui va, donc entre les deux équations, qui va simplifier les écritures. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, simplifier les écritures? Eh bien, c'est faire disparaître une inconnue. Par exemple, si je prends la deuxième équation et que j'ajoute 2 fois la première, il va se passer pour y une annulation. Je vais avoir 2y et je vais ajouter 2 fois moins y. Résultat, plus rien du tout. Par contre, cette combinaison doit être opérée sur tous les termes. Donc les x vont devenir 4x plus 2x, donc 6x. Et les termes constants, eh bien ça va devenir 10 plus 8, donc 18. 6x égale 18. Je peux faire ma combinaison linéaire quasiment de tête. Je sais que je vais obtenir 6x égale 18, et donc x égale 3. J'ai déjà ma solution en x. La première équation me fera rapidement trouver y égale moins 1. Alors regardons ça dans le détail. Donc je choisis de conserver la première équation. D'accord? Quand vous faites une combinaison linéaire, vous remplacez une équation par une combinaison et pas toutes les équations. Et donc la deuxième équation, je la remplace par équation 2 plus 2 fois équation 1, objectif élimination de y. Mon système devient donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc je trouve rapidement que x égale 3, je remplace x par 3 dans l'équation du haut, et je finis mon calcul de y. Donc vous voyez, si vous avez trouvé une bonne combinaison linéaire, le système devient extrêmement simple à résoudre, et il se résout assez directement, on n'a même plus d'équations à résoudre.
On a juste du calcul à effectuer. Alors bien entendu, on aurait pu vouloir trouver une combinaison qui élimine les x et pas les y. Comment éliminer les x? Eh bien, je vois que j'ai en bas 4x et en haut x. Donc si je prends l'équation 2 et que je retranche cette fois-ci 4 fois l'équation 1, j'aurai 4x moins 4x. Ça va m'éliminer les x. Qu'est-ce que ça donne pour y? Équation 2 moins 4 fois équation 1, ça me donne 2y plus 4y, donc 6y. Et 10 moins 4 fois 4, ça va me donner moins 6. 6y égale moins 6, je trouve y égale moins 1. Je reporte y égale moins 1 dans la première équation, et je trouve x égale 3. Donc c'est tout aussi rapide. Bref, vous avez le choix de trouver une combinaison pour éliminer soit x, soit y, à votre convenance. Alors la combinaison linéaire, elle peut se faire, donc on vient de le voir, dans un système linéaire de deux équations à deux inconnues, mais elle est vraiment efficace et beaucoup plus que les autres méthodes lorsque vous avez un système plus gros. Par exemple avec 3 équations et 3 inconnues. Là, on va systématiser la technique de la combinaison linéaire dans un enchaînement bien organisé qui s'appelle la méthode du pivot de Gauss. Notre objectif va être de rendre le système triangulaire, on va voir ce que ça signifie, et quels sont les moyens qu'on a pour le rendre triangulaire? La combinaison linéaire. Prenons ce système. Notre objectif va être de transformer des équations par combinaison linéaire, comme tout à l'heure, pour éliminer les inconnus pour simplifier les équations, comme tout à l'heure, mais dans le but de le rendre triangulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, j'aimerais bien éliminer les x dans la deuxième et dans la troisième équation, et dans un deuxième temps, éliminer y dans la troisième équation. Pour qu'il ne reste plus que z. Ça veut dire qu'il va rester sur la première équation qui n'aura pas bougé x, y et z. Dans la deuxième équation, il ne me restera que y et z. Et dans la troisième équation, seulement z. D'où la notion de système triangulaire. Une fois qu'on aura obtenu ça, il sera très facile d'aller déterminer les valeurs de z, puis de y, puis de x. Donc regardons ça. Premièrement, puisque je conserve l'équation 1, comment éliminer les x en créant une combinaison entre équation 2 et équation 1? Eh bien, en prenant l'équation 2 et en enlevant 2 fois l'équation 1. Donc 2x moins 2x. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pivot ici? Eh bien, le pivot, ça va être le coefficient du premier x, qui ici est égal à 1. C'est celui-là que je vais conserver, et je vais essayer de créer une combinaison pour me servir de ce pivot qui vaut 1 pour éliminer les x dans la deuxième équation. Je vais, dans la foulée, faire une combinaison entre la ligne 3 et la ligne 1, donc en me servant toujours du pivot 1, pour éliminer les x dans la ligne 3. Et puisqu'on a 3x, on va créer ligne 3 moins 3 fois ligne 1 en troisième position. Alors que deviennent mes équations? Je sais d'avance que mes x vont disparaître, mais que deviennent les termes en y, en z et les termes constants? Eh bien, dans la deuxième équation, E2 moins 2E1, c'est moins 5y moins 8y, donc moins 13y. Et pour z, 3z plus 2z, 5z. Pour le terme constant, 18 plus 10, 28. Voilà, par exemple. La deuxième équation va se transformer en moins 13y plus 5z égale 28. Et si vous faites la même chose avec cette combinaison linéaire pour la troisième, vous allez obtenir, alors c'est une coïncidence quand on tombe sur le même coefficient en y, moins 13y plus 4z égale 25. Deuxième étape, je crée une combinaison linéaire pour remplacer la ligne 3 en me servant du pivot qui se trouve sur y dans la ligne 2 cette fois-ci. Donc je décale mon pivot de 1x de la ligne 1 à moins 13 pour y dans la ligne 2. Alors, une combinaison linéaire pour éliminer les y en combinant ligne 2 et ligne 3, ça va être très simple. Il suffit de prendre ligne 2 moins ligne 3. Équation 2 moins équation 3.
les y disparaissent. En z, j'ai 5z moins 4z, donc directement z. Et terme constant, 28 moins 25, donc 3. Donc la troisième ligne devient tout bêtement z égale 3. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir remonter dans les équations pour, j'ai directement z, mais pour ensuite calculer y et enfin calculer x. Puisque z égale 3, je peux remplacer partout z par 3. Dans la deuxième ligne, je vais pouvoir obtenir donc la valeur de y. Y, après résolution, est égal à moins 1. Et donc tout en haut, je peux à nouveau remplacer y par moins 1, ce qui me permettra de calculer x directement. Voilà donc ce qu'est une résolution par la méthode du pivot de Gauss. Je le détaille sous forme matricielle dans la playlist sur les matrices, en particulier au moment où nous abordons l'application des matrices pour résoudre des systèmes. Mais nous avons exactement la même forme que ce qui a été présenté ici, sauf qu'on s'affranchit des écritures x, y, z. On ne conserve que les coefficients et on fait des calculs sur les coefficients, ce qui évidemment revient tout à fait au même. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous passerons, comme je l'affiche ici, à quelques exercices. Bien entendu, cette vidéo sera accompagnée d'une vidéo d'exercice où on pourra mettre en application l'ensemble des petites techniques qui ont été vues dans cette vidéo d'explication. Donc je vous dis à très bientôt, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et de commenter, de me poser des questions, n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Merci et à très bientôt.